fond, les Britanniques déchirent un voile. Ça fait longtemps que l'Europe nous déçoit, et eux en tirent les conséquences d'une certaine manière. C'est un saut dans l'inconnu, comme on vient de l'entendre de M. Lequen. Alors, pour moi, il y a des choses évidentes. Oui. Par exemple, l'idée de M. Boris Johnson que, au fond, c'est pas parce qu'on s'en va que ça doit changer quelque chose. Cette idée me paraît absolument hors de propos. Le climat dans les cercles, dans les instances de décision européennes va évidemment changer profondément, parce que chaque fois qu'un représentant officiel britannique va vouloir se mêler d'une question, on va évidemment lui opposer un refus. Bien Et sûr. les 1200 fonctionnaires britanniques très importants, ils avaient marqué des points depuis des décennies, ils avaient installé savamment leurs diplomates dans beaucoup de fonctions essentielles dans des domaines comme l'agriculture, comme ils avaient marqué le commerce, ils avaient marqué des points. Là, évidemment, il faut qu'ils s'en aillent, et il faut qu'ils s'en aillent, ce qui va permettre à l'Europe de se forger une nouvelle idée. Mais la principale question, c'est le projet européen, qu'est-ce que nous allons en faire ? C'est-à-dire La qu'il faut- Grande-Bretagne a décidé de sortir, elle va d'ailleurs connaître des divisions internes terribles. C'est sans doute un pays qui est Parce devant que des problèmes, bien sûr. parce L'Écosse, que l'Irlande, quand vous pensez qu'on va devoir remettre des postes aux frontières entre Dublin et Belfast, Mais il faut... avec des gardes frontières et avec des passeports et avec tous les risques de voir reflamber. Vous avez entendu le Sinn Féin ce matin qui dit, après tout logiquement, mais faisons un référendum d'unification de l'Irlande. Et l'Écosse va dire, faisons un référendum pour nous séparer, puisque nous voulons rester en Europe et nos citoyens l'ont manifesté par le vote. Ça, ce sont des problèmes qui sont posés à la Grande-Bretagne, qui sont Mais nous énormes. en avons, nous. Ils sont énormes. La relance de l'Europe. Alors, du coup, beaucoup d'Européens convaincus, vous en êtes François Bayrou, disent que c'est l'occasion à saisir pour relancer l'Europe. Mais c'est une phrase un peu On va abstraite. essayer je vais vous dire en tout cas ce que j'en pense. Oui. D'abord, qui a la responsabilité ? Moi, je pense que la responsabilité appartient aux dirigeants. Le problème qu'on a rencontré, c'est que les dirigeants, particulièrement les dirigeants français, dans la dernière période, sont restés sans rien dire de clair, de compréhensible, comme vous le releviez à l'instant, sur le destin de l'Europe. Et quand il y avait des sommets Merkel-Hollande, on voyait des conférences de presse qui étaient des conférences de presse de langue de bois, dans lesquelles on faisait des phrases pour rester à l'antenne suffisamment longtemps pour faire croire qu'on avait dit quelque chose. Ça peut changer, ça ? Mais la On vérité... peut dire des choses concrètes maintenant ? Moi, je suis persuadé qu'on peut dire des choses concrètes à condition qu'on ait des choses concrètes dans la tête. Parce que il n'y a, je pense qu'un homme d'État a deux nécessités, deux exigences, doit répondre à deux exigences. La première, c'est avoir une vision. Et la deuxième, c'est être capable de faire partager cette vision à ceux qui l'ont élu, à son peuple, à ceux qu'il doit entraîner. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que c'était particulièrement frappant dans la manière dont les dirigeants français se sont comportés au travers du temps. Donc on est là, devant une responsabilité d'hommes d'État, pas de gens qui suivent l'opinion, mais de gens qui sont capables de proposer un chemin et un horizon. Et quelles sont les questions auxquelles doit répondre pour que ça reste pas des phrases abstrait, vides. Oui. Première question. L'exigence, la nécessité brûlante, impossible à écarter que les décisions européennes relèvent d'une démocratie dans laquelle les peuples ont quelque chose à comprendre et à savoir. Ça veut dire ? Jusqu'à maintenant, personne, en dehors peut-être de vous, parce que vous lisez les dépêches, ne sait quelles décisions on prépare à Bruxelles ou de quelle manière ces décisions sont mises en place, quand elles sont prises, tout ça, personne n'en sait rien. Et deuxième question, les citoyens ont droit à non seulement une information, mais une participation par leurs élus, par exemple, nationaux aussi, aux décisions prises. Ça, c'est là. Donc, on est dans une Europe diplomatique. Il faut en faire une Europe
démocratique. Il Plus faut proche que des citoyens. vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, sachent ce que on prépare pour octobre, pour novembre, pour décembre au sein de l'Union européenne. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Et c'est très facile à faire. Et il y a une autre question. Et deuxième question, l'Europe doit s'occuper de l'essentiel et pas de l'accessoire. Et donc, ne pas pondre trop de réglementations. Tout le travail de règles et de normalisation. Ça fait longtemps qu'on le dit, hein, ça n'a oui, pas beaucoup mais changé. ça fait longtemps qu'on le dit parce que personne n'a jamais eu la moindre idée de la manière dont concrètement ça pouvait se faire. Alors, par exemple, je vous donne une idée simple, en une phrase. On a des normes à produire pour qu'on puisse échanger des produits, des voitures, des aspirateurs. Il faut que ça réponde à un certain nombre de règles. Eh bien, mettons un institut de normalisation qui soit distinct de l'Europe politique, qui soit une organisation. Mettons-la à Milan, mettons-la à Varsovie, mettons-la à Marseille, comme on veut, mais qu'on ne la confonde plus avec le travail politique sur les grandes questions du monde que l'Europe doit conduire ensemble. Et alors pour en terminer, François Bayrou, il y a une question qui est inévitable puisque les Britanniques ont voté. Pourquoi les Français, d'autres peuples peut-être, mais les Français ne voteraient pas? Souhaitez-vous ou pas continuer l'aventure au sein de l'Europe? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas peur des choix du peuple. Je n'ai pas peur des débats avec le peuple. Et je pense qu'on en a eu trop peur. Laissez-moi aller au bout de la phrase. Par exemple, j'ai été en désaccord avec le traité de Lisbonne. Je n'ai pas voulu voter pour le traité de Lisbonne parce qu'on avait fait un référendum et on est passé par un traité diplomatique et parlementaire, c'est-à-dire quelque chose dont les gens se sont sentis exclus et beaucoup en ont ressenti une brûlure. Mais on ne pourra faire de référendum que le jour où il y aura un projet qu'on dira aux gens, voilà ce que je vous propose de faire. Un référendum à l'automne ou alors après l'élection présidentielle, ça ne vous paraît pas possible. Est-ce que vous souhaitez ou pas continuer à faire partie de l'Europe? Faire ce qu'ont fait les Britanniques ne vous paraît pas possible aujourd'hui, François Bayrou? Ça ne me paraît pas possible parce que l'état de l'Europe aujourd'hui ne correspond pas à ce que nous voulons. Oui, mais ça, à ce qu'a été... Il va se passer du temps avant que l'Europe ressemble à ce que nous voulons. Non, pas du tout. Ça peut aller très vite. S'il y a un président de la République française qui prend les choses à bras-le-corps et qui sait dire ce que nous voulons, qui est capable d'imposer quelque chose qui soit du lourd et du simple, que tous les citoyens puissent comprendre et pas l'espèce de labyrinthe dans lequel on perd tous nos efforts actuellement. Et donc, ce jour-là, quand il y a un projet simple de quelques pages qu'on peut présenter aux gens, allons au référendum parce que, en effet, je suis persuadé que c'est par le peuple que viendra la réponse à ce que le peuple hier a écarté. Donc oui, un référendum, mais pas tout de suite. L'Europe sera au centre de la prochaine campagne présidentielle française. Au centre de la prochaine campagne. Ça vous donne envie d'être candidat, François Bayrou? La candidature à l'élection présidentielle n'est pas seulement une question d'envie. Moi, j'ai dit des choses de très